Donc Lucie Bergon, et je suis médiatrice culturelle aux archives départementales. Et donc Olivier Planck, j'enseigne l'histoire et la géographie au lycée Uruguay-France d'Avon. Et donc je suis professeur relais aux archives départementales de Seine-et-Marne. Alors notre introduction sera très modeste, hein. Il ne s'agit pas ici de proposer une histoire de la Grande Guerre et du corps en guerre, mais de présenter un échantillon qui va vous sembler abondant, mais en fait il est très petit par rapport à nos fonds. Des documents de nature très variée, issus donc des fonds des archives départementales qui ont été sélectionnés sous le prisme du corps en guerre. Donc cette sélection sera pour nous l'occasion de vous présenter des pistes aussi de réflexion, de recherche universitaire, pourquoi pas, et même d'activités avec les élèves du secondaire, parce que nos portes sont ouvertes aussi pour confronter les élèves aux documents d'archives. Alors, m'est-il utile de présenter la Seine-et-Marne? Ce document est donc extrait d'un ouvrage publié en 1919 par le préfet d'Autrem, qui faisait un bilan de la Première Guerre mondiale en Seine-et-Marne sous ses aspects humains, économiques, sociaux. Et au début, dans cet ouvrage, on va trouver une carte de la Seine-et-Marne, en particulier l'avancée extrême de l'armée allemande. Et donc, cette ligne de front très provisoire, hein, ça n'a duré que quelques jours en fait, met en avant le fait que la Seine-et-Marne est le seul département d'Île-de-France à avoir vu la guerre sur son sol. Et donc ce n'est pas seulement un département de l'arrière, même si pour l'essentiel de la guerre, c'est le cas. Voilà, donc avant de vous présenter un peu plus en détail les documents que nous avons sélectionnés pour aujourd'hui, il nous semblait quand même important de vous rappeler d'où ils proviennent. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les archives départementales dont nous dépendons sont sous contrôle scientifique et technique du ministère de la Culture, et plus particulièrement du service interministériel des archives de France. Et donc, comme tous les services d'archives départementales, enfin, comme dans tous ces services, les archives se sont accrues depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui, quasiment sans interruption. Les documents qui sont conservés à Damary-Lélis sont de provenance différentes. Nous avons donc les archives publiques qui viennent de versements administratifs réglementaires, et puis nous avons aussi les fonds privés qui sont arrivés, eux, par ce qu'on appelle une voie extraordinaire, c'est-à-dire des dons ou des achats. Il y en a peut-être ici dans la salle qui ont déjà entendu parler de la grande collecte, c'est-à-dire ces journées où on propose au grand public de venir présenter ou proposer aux professionnels de la conservation les documents qui sont conservés dans les familles sur cette période de la Grande Guerre. Donc comme vous pouvez le voir sur le tableau qui s'affiche à l'écran, les sources de la Grande Guerre qui sont conservées aux archives départementales peuvent être un peu classifiées en 4 grandes typologies, on va dire. Donc, nous avons les documents écrits qui ont été produits donc, par des administrations ou par des personnes privées. Il y a aussi beaucoup de documents donc, iconographiques, des documents figurés, donc des cartes, des plans, des photographies, des dessins, des affiches, voire même des plaques stéréoscopiques. Il faut aussi mentionner tout ce qui concerne la documentation, c'est-à-dire les livres généraux sur le conflit, les ouvrages, les brochures d'histoire locale, et puis les revues et les journaux. Et pour finir, alors nous n'en avons pas vraiment tenu compte dans la communication d'aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier les archives des communes qui sont en dépôt aux archives départementales, notamment dans la série D qui concerne l'administration générale des communes, ou dans la série H qui concerne les affaires militaires. Voilà. Alors, la thématique du corps en guerre, nous avons décidé de l'aborder en essayant d'être logique, c'est-à-dire qu'on va partir du corps du soldat au niveau de sa préparation pour le service militaire, avant la mobilisation, et puis ensuite on va passer au corps du soldat au front, on va traiter du corps du soldat qui a été blessé, mutilé, le corps du soldat, on va même essayer de voir le corps du soldat incarcéré, voilà, jusqu'au corps du soldat malheureusement qui aura décédé, qui sera décédé sur le front. Je te laisse la parole.
Bon pour le service. L'idée est de commencer par essayer de voir quels sont les documents qui permettent d'avoir une idée de l'état de santé des jeunes français avant même leur service militaire et donc ici avant la Grande Guerre. Le document que vous avez ici à l'écran donc est le dépliant, est un dépliant collé à l'intérieur d'une brochure faisant la promotion du grand concours national de préparation militaire et de gymnastique. On en parlait juste avant le déjeuner. Et donc ce dépliant fait la promotion donc, de la gymnastique à destination d'associations et de sociétés civiles, mais on peut le voir en faisant un plan plus large, avec des exercices qui ressemblent à des exercices militaires. C'est pas ce qu'on voit sur cette planche-là, mais sur la planche la plus large, on le distingue. Certains exercices se faisant même avec un fusil. Et donc, là, après la guerre de 1870-71, les associations de préparation militaire se multiplient en France, avec à la fois un but de cohésion sociale et peut-être aussi républicaine, et l'idée aussi d'avoir des jeunes hommes dans un excellent état de santé, en tout cas dans le meilleur état de santé possible. Ces exercices se faisant sans transition ensuite lors du service militaire. Ici, c'est une des très nombreuses cartes postales dont les archives départementales sont détentrices plutôt. Et donc, il montre les soldats du 76e régiment d'infanterie de Coulommiers à l'exercice, et non pas dans la caserne, mais dans la ville, afin d'être vus de la population, ou au moins d'un photographe, avec des exercices qui sont systématiquement les mêmes que ceux proposés dans cette société de gymnastique d'avant la Grande Guerre. Les autres références sportives que l'on a trouvées font des sociétés de tir. On n'a pas évoqué tout à l'heure cette activité qui était considérée comme un sport, mais les sociétés de tir étaient très nombreuses en Seine-et-Marne. Leurs archives sont en grande partie déposées aux archives de Seine-et-Marne, et on y trouve en particulier des registres, la consommation de cartouches, le type d'armes, et ces sociétés de tir étaient associées à des régiments territoriaux d'infanterie, donc des régiments de la deuxième réserve en quelque sorte, et donc le parallèle entre le sport et l'armée est déjà vraiment dans les gènes, avant même la Première Guerre mondiale, et même après, ces sociétés durent au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, voire plus longtemps encore. Alors, le parcours du jeune Français passe évidemment par le service militaire. À 20 ans, tout Français doit effectuer son service militaire si son état physique le permet. Et donc, la première étape du service militaire, d'ailleurs ça n'a pas changé, c'est le recensement. L'annonce est effectuée par voie d'affiche, et les archives départementales ont de très grandes collections d'affiches administratives. Et cette affiche mentionne clairement que le recensement de ces jeunes se fait dans le cadre de la loi du 7 août 1913, c'est la loi plus connue sous le nom de la loi des 3 ans. Alors, une fois recensé, le jeune Français va suivre, entrer, je ne sais pas, je trouve le bon terme, en tout cas va rejoindre le chef-lieu de canton à une date donnée pour le conseil de révision. Alors, d'octobre 1914 à juillet 1915, les conseils de révision ont visité les classes d'âge 1915, 1916, 1917, les deux dernières, 16 et 17, étant visitées par anticipation. Alors, une date est fixée, là aussi par voie d'affiche. L'itinéraire est précisé sur cette affiche, mais je ne sais pas si on voit bien les lieux et les dates. Et c'est à cette occasion, donc dans le conseil de révision, que chaque jeune homme est scruté attentivement par le corps médical, un médecin. On a ces images en tête, elles sont représentées de ces hommes nus les uns derrière les autres qui passent sous la toise. Et donc ils doivent mesurer au minimum 1,54 m et ne doivent pas dépasser non plus le poids de 100 kg. Alors, ces aptitudes physiques permettent de classer les jeunes en 4 catégories. Alors, bon pour le service armé, bon pour le service militaire, donc sous-entendu pas armé, en raison d'une infirmité relative ou une constitution douteuse. L'ajournement, en raison d'une constitution physique trop faible.
Et enfin, l'exemption, là, c'est en raison d'une infirmité. On a ici un tableau des exemptés et réformés de l'année 1915. Oui, c'est mieux en gros plan. En fait, des jeunes qui avaient été considérés comme inaptes au service armé lors du premier conseil de révision peuvent en subir un deuxième. Effectivement, si c'est une maladie passagère ou une infirmité passagère, ils peuvent tout à fait être aptes lors d'un deuxième passage devant le corps médical, qui, en 1915, est beaucoup moins regardant, en fait, sur les exemptions. Et donc, on va trouver ici des jeunes qui étaient inaptes au service, qui le sont encore, hein, exemptés pour coxalgie, pour rachitisme, et d'autres qui sont déclarés cette fois bons pour le service, ou bons pour un service militaire, c'est-à-dire pas aux armées, pas sur le front, ça va être pour des services arrière. Et donc tous ces jeunes qui sont considérés comme bons pour le service vont désormais être enregistrés, au sens propre, hein, sur un registre, et immatriculés. Voilà. Et donc c'est à partir du moment où ils vont recevoir donc, ce qu'on appelle un numéro matricule. Voilà, ce numéro matricule va incarner l'entrée du soldat en guerre. Et justement, on va pouvoir commencer à parler du corps du soldat au front, c'est-à-dire au combat. Les documents qui sont conservés aux archives départementales, et notamment ceux qui sont dans la série R, donc cette série concerne les affaires militaires et les organismes en temps de guerre, ces documents vont constituer une source très importante d'informations. En fait, depuis 1867, les services de recrutement de l'armée ont établi ce qu'on appelle des répertoires alphabétiques de recensement militaire. Ces répertoires renferment les noms des soldats qui sont engagés durant la guerre sous la forme de listes. Ces listes sont dressées par année de classe, donc généralement c'est la 20e année de la personne qui a été recrutée, et par bureau de recrutement, sachant qu'en Seine-et-Marne, il existait 3 subdivisions de recrutement qui se situaient à Melun, à Coulommiers et à Fontainebleau. Ces listes mentionnent à chaque fois le nom, le prénom et ce fameux numéro matricule qui a été donc attribué par l'armée à chaque soldat. Et c'est grâce à ce numéro matricule qu'il est possible de retrouver le feuillet complet matricule du soldat. Donc là, vous en avez un exemple. Et ces registres matricules vont renfermer énormément d'informations sur le parcours du soldat. Alors, ces registres sont, pour information, tous numérisés. Et ils sont tous accessibles sur le site internet des archives départementales. Ils ont été numérisés et accessibles depuis 1867 jusqu'à 1921 sur le site internet. Et ils sont accessibles jusqu'en 1938 en salle de lecture. Donc en fait, ces différences de date sont dues à des délais de communication qui sont imposés par la loi. Donc les feuillets vont apporter un nombre d'informations assez important, puisqu'en fait on va avoir l'état civil complet du soldat avec ses changements successifs de domicile, donc c'est la partie supérieure du feuillet. On va avoir un signalement physique du soldat, donc ça c'est ce qu'on va voir juste après. On va connaître son degré d'instruction, on va connaître ses corps successifs d'affectation, les campagnes militaires auxquelles il a participé. On va connaître aussi, on va avoir des informations sur son état de santé ou sur les blessures qu'il a pu avoir, les décorations éventuelles qu'il a pu recevoir, et puis on va avoir parfois la mention de mesures disciplinaires ou de condamnations judiciaires. Donc si on zoome un petit peu sur le feuillet matricule, donc voilà la partie supérieure avec l'état civil, on vous en a mis un exemple juste en haut. Et puis en dessous, voilà quelques exemples de signalements physiques. Donc vous pouvez voir que ces signalements sont souvent très détaillés. On peut avoir la taille du soldat, la couleur des cheveux, la forme du visage, voilà, la couleur des yeux. Enfin, voilà. Il y a énormément de mentions qui vont permettre de constituer en fait la photo d'identité en quelque sorte du soldat. Ces informations, je sais que M. Cochet a l'habitude de les consulter, elles mériteraient d'être encore plus consultées par des chercheurs parce que ça permettrait de faire encore plus de statistiques
sur par exemple la taille moyenne des soldats, sur leur niveau d'instruction. Enfin voilà, pour les soldats seine-et-marnais, ce serait une recherche qui serait très intéressante. Si on zoome un petit peu, donc on en a parlé voilà, pendant ces 2 jours, les blessures ou les atteintes au corps du soldat. Voilà un premier exemple. Voilà, donc ce que vous pouvez lire, c'est que le soldat a été blessé donc, le 14 octobre 1917, qu'il y a eu un œdème des pieds, suite à des gelures devant la forêt d'Auluste et le canal d'Ypres, et qu'il a été évacué par le service sanitaire de Calais. Et qu'il a aussi été évacué du 12 avril au 6 mai 1918 parce qu'il a été gazé. Voilà, donc on se rend compte qu'on a quand même des indications qui sont assez précises sur les atteintes au corps du soldat. Petite précision, on voit la mention de la forêt d'Auluste. En fait, après recherche, il s'agit en fait de la forêt d'Outulst qui se trouve dans les Flandres. Donc on suppose qu'il y a peut-être eu une petite erreur lorsque le feuillet a été rempli. Si on regarde cette fois-ci un deuxième exemple, ici il est question d'un soldat qui a été blessé par éclatement d'obus avec des plaies multiples à la tête. Voilà. Et puis il est mentionné également qu'il a été blessé en relevant et en transportant des blessés au milieu d'un bombardement intense et qu'il a montré donc le plus grand courage, et c'est la raison pour laquelle il aurait reçu la Croix de guerre avec palme. Donc on constate que les blessures et les actions réalisées par les soldats sont souvent décrites avec précision. La cause de la mort est également souvent précisée, ainsi que la partie du corps qui a été touchée. Et il arrive même que les circonstances soient relatées un peu sous la forme d'un récit qui est parfois vraiment très précis. Et donc on peut percevoir parfois la volonté de la personne qui a complété ce feuillet, la réalité vouloir rendre la réalité des combats tout en mettant le soldat en avant. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les registres matricules, on trouve énormément de feuillets matricules sur lesquels il n'y a pas suffisamment de place pour y apporter toutes les informations. Donc ici, on a pris l'exemple d'un feuillet sur lequel les blessures et les actions d'éclat ont été beaucoup plus développées qu'à la normale. Et vous voyez que la partie inférieure, c'est un morceau qui a été rajouté. Aux archives départementales, on appelle ça un béquet ou une retombe. Alors là, il est assez court, mais il peut arriver que les béquets et les retombes soient vraiment très très longs. Ici, donc, autre cas, autre exemple. Oh, pardon. Je me suis trompée. Ici, on a le cas d'un soldat qui a été blessé lui aussi par éclatement d'obus, donc cette fois-ci à la cuisse droite, et que ce soldat a été volontaire, pardon, c'est bien ce que je me disais, a été volontaire pour relever les cadavres qui avaient été depuis longtemps ensevelis dans les lignes ennemies. Alors là, je suis en train de vous le lire parce que je pense que c'est pas très lisible. Et ce soldat s'est distingué par son dévouement dans l'accomplissement de cette pénible mission qui était souvent dangereuse. Donc voilà ce qui est mentionné au niveau de ses actions d'éclat. Et il a donc reçu la Croix de guerre avec étoile de bronze. Donc on remarque aussi que dans ce genre de mention, on utilise souvent des termes qui sont assez héroïques, une fois de plus, pour essayer de mettre en avant le courage du soldat. On essaye de le mettre en valeur. Voilà. Il ne faut pas aussi oublier les journaux qui ont été publiés donc, pendant la guerre, même si certains se sont arrêtés pendant un petit moment. Ici, vous avez un exemple du démocrate de Seine-et-Marne qui date du 29 avril 1916. Ce qu'il faut savoir, c'est que les journaux constituent quand même une source importante d'informations, même s'il faut savoir lire ces informations et vérifier l'exactitude de ces informations. Et on se rend compte que, par exemple, sur cette une, on a la liste précise des morts, des prisonniers, des disparus ou des blessés. Voilà, donc avec leur identité, on sait à quelle occasion ils ont reçu ces blessures ou ils ont été tués. Et on se rend compte qu'on ne cache pas à la population la gravité des blessures ni l'identité de ces soldats qui ont été blessés.
Et pour ce cas-là, on s'est rendu compte que c'était des soldats qui venaient tous du même régiment, c'est-à-dire le 76e régiment d'infanterie. Et donc on constate que ce sont des soldats qui se connaissaient certainement et qui étaient aussi connus de la population. J'insiste à nouveau sur le fait qu'il faut quand même se méfier de ces informations et que quand on propose ce genre de documents aux élèves, il faut aussi leur apprendre à vérifier les sources qu'ils consultent et à faire des comparaisons pour être sûr d'avoir des informations exactes. Enfin, nous avons sélectionné une plaque stéréoscopique donc, qui nous vient du fonds Henri Bonneau. Ce fonds donc, est constitué de 83 plaques de verre. Ces plaques de verre sont également consultables en ligne sur le site internet des archives départementales. Alors les auteurs sont anonymes, mais ces plaques sont intéressantes parce qu'elles illustrent différents aspects de la Première Guerre mondiale. Alors, pas uniquement en Seine-et-Marne, hein, on a des exemples dans la Meuse, dans le Pas-de-Calais, dans l'Aisne, dans la Somme, voire même en Belgique et en Allemagne. Mais toutes ces plaques, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles témoignent de la réalité vécue par les soldats. Elles peuvent être parfois très dures à regarder. J'ai vu que celle-ci avait été utilisée justement dans l'exposition 1 milliard d'obus. Voilà, donc ce sont des plaques qui ne sont pas forcément très rares. On peut en trouver plusieurs exemplaires dans différents endroits. Donc celle-ci a été prise à Courcelles dans l'Oise en juin 1918. Et en fait, c'est un bombardement qui a fauché, qui a mutilé ce soldat qu'on voit au centre de la plaque stéréoscopique. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir passer avec Olivier sur le corps des soldats blessés. Alors c'est une thématique qu'on a beaucoup travaillé hier et aujourd'hui. Donc le corps du soldat blessé et hospitalisé, on a beaucoup de mentions dans nos fonds d'archives. Alors ici c'est un document qui a été construit à partir des sources d'archives. C'est une carte qui se trouve sur le site, sur notre site et qui montre l'emplacement des hôpitaux militaires en Seine-et-Marne. Ils sont donc très nombreux et d'échelles tout à fait variées. Il y a toute une construction assez complexe du service de santé des armées. Et entre les hôpitaux civils devenus militaires, les hôpitaux annexes, les centres de convalescence et même des fondations privées. Alors, on va commencer par un album de photos qui appartenait donc à une infirmière, Blanche Binet. Elle a constitué cet album de photos d'août 1914 à janvier 1916. Cet album permet de suivre les péripéties de son service de santé qui était donc à Fontainebleau, puis à Avon, la ville voisine, et même l'évacuation de l'hôpital en septembre 1914, donc au moment où même Fontainebleau se sentait menacé par l'invasion allemande. Alors ces photos donc montrent des épisodes de vie quotidienne assez tranquilles, hein. Il n'y a pas de moments sanglants, il n'y a pas de photos d'opération, il n'y a pas de mutilés non plus. On va trouver plutôt des photos qui font penser un peu des photos scolaires, parfois des photos de groupe, sauf cette page où on voit donc le cimetière accolé à l'hôpital, puisque tous les blessés ne survivaient pas à leurs blessures et aux opérations. L'hôpital en question a ensuite été transféré dans un palace, un des hôtels les plus luxueux d'Île-de-France, hein, l'hôtel Savoie ou Savoye, dans lequel avait même séjourné en 1913 le roi d'Espagne lorsqu'il avait visité Paris et Fontainebleau. Et donc on a un contraste assez étonnant entre les grandes salles du palace et les dortoirs. En fait, il s'agit d'espaces transformés en chambrées, où on trouve beaucoup de soldats alités et surtout donc une très forte présence féminine. C'est par ces photos d'hôpitaux que l'on va voir une place très importante des femmes dans la Première Guerre mondiale. Et là, elles sont vraiment omniprésentes et sur ces clichés en noir et blanc, ces blouses blanches sont très, très contrastées. Une autre très belle photo que l'on a trouvée dans nos fonds provient d'un album donc d'Émile Babin. Là, on est à La Ferté-Gaucher,
la construction de cette photo fait penser à des tableaux de la peinture classique, la lumière qui vient du haut à gauche, enfin, c'est parfaitement réussi. On va y trouver des drapeaux britanniques et français. La Ferté-Gaucher était sur le parti en 14, une bataille très importante pour les Britanniques. Et donc on retrouve un petit peu le même principe, hein, des lits, le vase de nuit sous le lit, ces blessés plus ou moins bandés. Mais là encore, aucune photo ne pourrait faire frémir ou horrifier la population. Pourtant, ce sont des photos privées hein, qui n'étaient pas destinées à être publiées. Parmi ces blessés, là on va trouver des documents beaucoup plus administratifs. C'est un registre, un très gros registre qui vient de l'hôpital civil hein, de Nemours, qui a été ouvert le 1er janvier 1910 et qui va contenir le nom de tous les malades et blessés de l'hôpital entre 1910 et 1921. Ces blessés, ces malades sont classés en plusieurs catégories assez simples à l'époque parce que ça correspondait à des chambres différentes. Les hommes, les femmes, les garçons, les filles, les aliénés, maternité, c'est écrit comme ça, les vieillards et les militaires. C'est le dernier onglet qui a été ajouté. Et sur ces blessés de Nemours, il faut s'approcher là aussi pour mieux voir. On va trouver un point qu'on a abordé hier avec Dominique Barjot, c'est-à-dire la très forte présence de malades provenant d'Afrique du Nord. Ce sont des travailleurs marocains et tunisiens essentiellement, parfois des travailleurs agricoles, et souvent, on le voit à la provenance, Bagnols-sur-Loing, c'était une ville industrielle dans laquelle on trouvait une très grande usine transférée depuis peu de Saint-Gobain. Ils fabriquaient du verre, et le verre était du verre de lunettes, tout simplement. Et je suppose que ces verres aussi étaient utilisés pour la fabrication des masques à gaz. Et donc on est dans la production, peut-être pas d'armement, mais on est très proche hein, de l'industrie d'armement. Et on trouve aussi des blessés, enfin des soldats blessés en soins à l'hôpital de Nemours, j'allais dire des métropolitains. Les noms ne correspondent pas forcément là aux blessures, parce qu'il faut faire attention, on ne veut pas divulguer l'état de santé des individus avant 120 ans après leur mort, alors on y met après leur naissance. Donc on imagine qu'ils sont tous nés il y a plus de 120 ans, mais il pourrait que... oui, voilà, on se méfie, donc on va respecter la loi sur les archives tant que notre hiérarchie ne nous dira pas de faire le contraire. Autre document très intéressant et plus personnel, c'est le carnet d'une infirmière, Jeanne-Cécile Marin-Darbel. Elle aussi était infirmière à Fontainebleau et elle organisait son cahier de façon très rigoureuse. Et ce qui est intéressant dans ce cahier, c'est je reprends les termes que j'ai notés tout à l'heure du docteur Xavier Long, c'est-à-dire on va retrouver la chaîne de santé entre la blessure et l'arrivée dans cet hôpital annexe de Nemours. Donc évidemment, on va retrouver l'identité du soldat, nom, prénom, régiment, etc. La nature de la blessure, l'éclat d'obus étant la blessure la plus répandue, on l'a vu hier aussi, parmi tous ces blessés. Et toute une série ensuite d'informations médicales qui sont absolument nécessaires pour la poursuite des soins. Et en particulier, on y voit aussi les injections de sérum, le sérum antitétanique hein, dont on a parlé aussi tout à l'heure. L'état de santé des soldats ne s'arrête pas à l'armistice. Et loin s'en faut. La loi du 31 mars 1919 précise que l'État doit à tous les militaires et marins, leur vie durant, les soins médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessités par la blessure ou la maladie, contractée ou aggravée en service. Et à partir du moment où l'État prend en charge les frais d'hospitalisation, de transport, de fourniture et l'entretien de prothèses, toute l'application de cette loi est forcément créatrice d'archives. Et on va avoir donc des quantités de documents de ce type. Là aussi, sont nominatifs. Donc, alors, on n'a pas choisi de pathologies qui pourraient être humiliantes, mais surtout, on va trouver
là c'est un document de 1938, hein. 10 ans après la guerre, il y a des hommes qui ont encore des séquelles de plaies par balle dans la cuisse gauche, une intervention chirurgicale récente pour extraction de nombreuses fines particules métalliques provenant de l'éclatement de la balle. Ou un autre homme, blessure par éclat d'obus, inclus dans la 9e dorsale, au plein milieu du dos, qui lui entraîne encore une raideur du rachis et des douleurs. On est 20 ans après le clairon de l'armistice. C'est un angle qu'on ne perçoit pas toujours. On a souvent tendance à penser que la guerre s'arrête en 1918. Il y a encore des morts en 19, on voit des photos de mutilés, mais qu'il y a encore des douleurs qui nécessitent des soins et des opérations chirurgicales 20 ans plus tard. C'est assez méconnu. Il y a toute une série de documents dans cette série-là. En 1940, beaucoup d'entre eux sont évacués, c'est-à-dire que l'exode de juin 1940 se poursuit aussi même pour les anciens blessés de 14-18 qui vont être transférés au sud de la France pendant quelques semaines. Voilà. Et donc il y a ce qu'on pourrait appeler... Ça ne fonctionne plus. Il y a ce qu'on pourrait appeler les blessures visibles, mais on a aussi si on peut appeler ça les blessures invisibles. Le moral des soldats peut être rapidement atteint. Et donc en préparant cette intervention, on a été amené à réfléchir sur la façon dont les soldats pouvaient réagir face à l'horreur des combats et pouvaient tenter de fuir et donc de protéger leur corps, si vous me permettez l'expression. C'est simplement pour vous présenter en fait le registre d'écrou de la prison de Melun. Ce registre d'écrou nous permet de connaître les soldats qui ont été condamnés en fait à une peine d'emprisonnement, et vous allez vous rendre compte qu'on a toujours ce rappel et ce signalement physique du soldat. En fait, au registre d'écrou, les premiers registres d'écrou ont été établis en 1808. Ces registres sont utiles pour que la détention soit légale et ils doivent être régulièrement tenus à jour. Ces registres vont permettre de justifier avec certitude et à tout moment de la situation en fait, judiciaire et même administrative d'une personne incarcérée. Donc le registre d'écrou que vous avez à l'écran a été complété entre les années 1917 et 1918. Il contient le nom de 603 soldats, pour chacun desquels il y a des mentions assez précises. On a à chaque fois l'identité du soldat, son numéro d'ordre d'arrivée. On a un signalement du détenu, en fait, à l'arrivée et puis à la sortie. On a l'inventaire de ses effets et des valeurs, enfin, de ses effets et de son habillement à l'entrée et à sa sortie de prison. On a ce qu'on appelle l'écrou proprement dit, c'est-à-dire la date, l'heure d'entrée, l'exécuteur du mandat et le nom du magistrat qui a demandé l'arrestation et qui a ordonné l'emprisonnement. On a aussi des éléments sur le jugement et la condamnation définitive, c'est-à-dire des informations sur l'infraction qui a été commise par le soldat, avec la nature et la durée de la peine. Les soldats qui sont concernés qui sont indiqués dans ce registre d'écrou ont eu des peines entre 5 et 15 ans de prison. Et donc à chaque fois, la date du commencement de la peine est indiquée. Et il est également indiqué les motifs de la sortie de la personne écrouée, c'est-à-dire un cas d'amnistie, un cas de grâce, ou alors un transfèrement, ou bien même on a vu les mentions d'évasion par exemple. Claude Charrier, donc, qui est un ancien membre du service des publics des archives départementales, a vraiment étudié en profondeur ce registre d'écrou. Et en fait, il a relevé les différents motifs de condamnation. Donc 471 soldats ont été convaincus de désertion en présence de l'ennemi, c'est-à-dire qu'ils ont déserté sur le front même. Il y a quelques cas de violation de consignes aussi en présence de l'ennemi. 17 soldats ont été condamnés pour désertion à l'intérieur en temps de guerre. C'est-à-dire que c'est le cas du soldat qui a été arrêté hors du secteur du front. Il y a 105 soldats qui ont commis cette double faute de désertion.
Et puis, il y a une dizaine de soldats qui ont été condamnés pour dilution d'armes ou pour abandon de poste. Et certains d'entre eux ont été aussi considérés, enfin c'est la mention qui est portée sur ce registre, comme des espions. Donc voilà, après ça, sur ces soldats, on ne pourra pas vous en dire plus. Et donc vous pouvez voir sur cet exemple à l'écran qu'on retrouve une fois de plus le signalement physique du soldat incarcéré et qu'on retrouve même les empreintes digitales. Voilà, qui vont permettre aussi de l'identifier. Alors, on est vraiment dans la droite ligne de ce qui a été vu hier et ce matin. Les invalides et les gueules cassées, on a eu avec le docteur Long donc un exposé très intéressant, très précis. Le lien avec la Seine-et-Marne, il provient du château de Moussy-le-Vieux, qui est situé pas très loin d'ici, juste au nord de l'aéroport de Roissy, et qui est la demeure historique on va dire comme ça, des gueules cassées, et qui est organisée aussi, on le voit avec ce fanion de façon militaire, avec alors c'est du noir et blanc, mais ça va être les couleurs de la croix de guerre, enfin, le tissu du fanion. Alors, ce château donc, est une maison de convalescence qui était utilisée par les gueules cassées entre les multiples opérations dont on a parlé ce matin, certainement au Val-de-Grâce. Et c'est aussi un lieu de repos, une maison de retraite en quelque sorte pour les gueules cassées les plus âgées. Et même, on le voit ici, le dernier lieu avant le décès, il y a même un cimetière donc, qui est accolé à cette maison. Alors on a cette photo qui est évidemment touchante, on y voit des enfants en visite devant le cimetière, cette transmission d'émotions, de recueillement, de mémoire. Alors que le texte, on ne l'ai pas mis ici de la carte postale, c'est un gamin qui explique tout simplement les bêtises qu'il fait en colonie de vacances, qui n'a absolument rien à voir avec la photo elle-même. Alors, très nombreux aussi sont alors c'est aussi des blessés de la face en quelque sorte, hein, ce sont les soldats qui ont perdu la vue. Ils se retrouvent donc à charge de l'État évidemment, mais surtout de leur famille. Et en 1915, une association est créée, elle s'appelle Pour le foyer du soldat aveugle, et on a aux archives départementales un carton assez intéressant avec les documents de cette association, dans lesquels on va trouver des gens de la famille de Louis Braille, lui aussi Seine-et-Marnais, une correspondance auprès de la préfecture pour essayer de convaincre les municipalités, enfin, essayer d'aller chercher des fonds et des dons dans le département. Donc c'est essentiellement une opération de collecte en passant par le ministère et la préfecture. Après la guerre encore, les blessés, les mutilés s'organisent en associations, elles-mêmes parfois fédérées, comme ici la Fédération départementale des associations seine-et-marnaises de mutilés, réformés, anciens combattants, veuves et orphelins de la Grande Guerre et d'ascendants de victimes de guerre. C'est l'association qui doit rassembler le plus de cas possible. Et cette association distribue encore, là on est en 1928, 7000 exemplaires de son bulletin, et pas à des personnes concernées, hein, pas forcément à des institutions. Et donc voilà, ces bulletins sont des archives collectées, conservées dans nos fonds. Ça c'est justement la une de ce bulletin qui permet aux personnes concernées, là on est 10 ans après la fin de la guerre, d'éventuellement s'informer pour reconnaître leurs droits. Et en particulier, c'est toujours à peu près les mêmes questions, hein, c'est comment financer les soins de blessures après la guerre, et puis aussi l'avenir des orphelins. Alors, certains donc 11 ou 12 ans encore à ce moment-là. Ici, c'est un document qui provient d'un fonds des municipalités, enfin, c'est un fonds départemental mais qui collecte des documents provenant des communes. En 1923, donc l'ampleur de la dépense concernant les mutilés de guerre, mais aussi les réformés et les veuves, les besoins financiers sont tels que
des demandes de subventions sont faites aux communes. Et ici, on a pris un peu par hasard un extrait de registre de délibération de la commune de Thomery. On est sur les bords de Seine, au sud du département. Et le conseil municipal donc, vote l'attribution d'une somme de 50 francs, ce qui ne fait pas beaucoup en 1923, il faut souligner, à destination donc, des victimes de guerre. Alors, il faudrait comparer les sommes de toutes les communes, mais on est à peu près dans le... C'est un village, hein, c'est vrai, Thomery, mais un village encore assez riche de sa production de raisins. Ça donne l'impression que l'émotion étant retombée en 1923, les sommes allouées donc, sont beaucoup plus faibles qu'à d'autres moments de la guerre. Voilà, alors on va rester un petit peu, si je puis dire, à l'échelle communale. Cette fois-ci, on va essayer de voir un petit peu voilà, les victimes civiles, parce que la guerre fait aussi des victimes civiles, on peut dire, directes, donc des blessés, des mutilés, des morts, et puis d'autres victimes civiles indirectes des suites de la guerre. Donc nous avons extrait ce rapport de gendarmerie qui a été établi au tout début du conflit, c'est-à-dire le 29 septembre 1914. Et dans ce rapport, il est indiqué que l'objectif est de lister les dégâts qui ont été commis par les troupes allemandes dans la commune de Coulon pendant en fait, le séjour des troupes dans la localité. Si on zoome un petit peu, donc on a essayé d'en extraire une partie. On se rend compte que ce rapport est assez poignant parce qu'en fait, voilà, il est détaillé avec précision ce que les troupes allemandes ont pu faire subir à un civil en particulier. Donc je ne sais pas si vous arrivez à lire, je vais peut-être essayer de vous en lire un passage. Donc il est noté que les Allemands, quand ils battaient en retraite, avaient en arrivant au pays une quinzaine de civils comme otages. L'un d'eux, nommé Jourdain, habitant de la commune de Congis, était âgé et ne pouvait plus marcher. Pour s'en débarrasser, les soldats l'ont jeté dans le fossé de la route à la sortie du pays, en lui donnant de grands coups de crosse dans le dos, puis l'un d'eux lui a tiré un coup de revolver au cœur, pendant qu'un autre lui portait un coup de lance au front. Le voyant mort, ses brutes l'ont ensuite enterré dans un verger où il a été retrouvé. Sa famille parisienne est venue le chercher et l'a emmené à Congis. Je ne sais à quel corps appartenaient les troupes qui ont séjourné à Coulon, il y en avait un peu de toutes les armes et elles ont toutes pris part au pillage. Donc en fait on voit ici qu'il y a une tentative de description très précise des atteintes qui ont pu être portées envers les civils. Malgré tout il faut quand même rester méfiant par rapport à ces informations et c'est là le travail de l'historien de croiser les sources pour essayer d'obtenir différents points de vue parce qu'on ne peut pas se fier uniquement bien évidemment à ce document. Voilà, c'est pareil, lorsque les élèves sont confrontés à ce genre de documents, il faut quand même rester très méfiant en leur expliquant la démarche qu'il faut avoir. Nous avons trouvé un autre exemple, donc ici c'est une lettre qui est adressée au préfet le 23 janvier 1917. Ici c'est le cas d'une dame qui s'appelle Madame Fautresse, qui a été blessée ainsi que son fils dans un bombardement. Et dans cette lettre, elle sollicite en fait une aide financière parce qu'elle n'a plus la possibilité de subvenir à ses besoins. Si on zoome un petit peu, donc voilà, elle indique qu'elle est réfugiée de Reims et qu'elle a été blessée avec son fils par des éclats d'obus, qu'ils ont été hospitalisés, mais que, étant à peine guérie, voilà, et ayant subi les séquelles de cette blessure, elle ne peut pas subvenir à leurs besoins. On se rend compte qu'elle essaye de préciser en détail ce qui lui est arrivé, ainsi qu'à son fils, dans l'objectif d'obtenir une sorte d'allocation qui avait été donnée pendant la guerre aux personnes qui étaient justement considérées comme des victimes civiles de la guerre, c'est-à-dire les mutilés, les orphelins, les veuves, les personnes qui se retrouvaient sans soutien de famille. Voilà. Je crois qu'on avait un autre exemple aussi d'une lettre. Alors cette fois-ci, c'est le préfet de Lyon qui va voilà, retranscrire l'histoire d'un couple de réfugiés et cette lettre va être transmise directement au préfet de Seine-et-Marne. Dans cette lettre, on se rend compte que voilà, la guerre n'est pas seulement sur le front et que les bombardements ont lieu parfois très loin en arrière des lignes et qu'elles font donc de nombreuses victimes civiles.
Je crois qu'on avait, on avait pris un petit extrait. Voilà, donc ici, ces personnes ont subi un bombardement et donc elles présentent justement une demande pour profiter du bénéfice de la loi donc du 28 avril 1916. Voilà. Donc, dans les fonds des archives départementales concernant ces victimes civiles, et plus précisément dans la série 3R, on a énormément de dossiers et de demandes justement qui ont été réalisées pendant cette période. Toutes ces demandes n'ont pas été menées à bien, mais ça nous permet quand même d'avoir beaucoup d'informations justement sur ce sort des civils et sur justement les atteintes au corps des civils. Voilà. Alors, on poursuit cette triste logique hein, de la blessure à la mort. Les sépultures militaires sont nombreuses en Seine-et-Marne, puisqu'on est en arrière du front et il y avait beaucoup d'hôpitaux militaires. Mais ça a aussi été un lieu de champ de bataille. Et on a un fonds très intéressant, un fonds cartographique que l'on a trouvé, qui va montrer les lieux des sépultures de la bataille de la Marne, pour faire simple. Les morts de début septembre 1914 ont été ensevelis exactement là où ils sont décédés. Et donc on va trouver, avec cette cartographie des sépultures, on a la carte des combats. Et dans certains endroits, il y a assez peu de morts. On s'aperçoit, en particulier devant le front anglais et les corps de cavalerie, qu'il y a assez peu de tués. On n'était pas du tout dans un affrontement de masse à certains endroits de Seine-et-Marne. Et donc on va trouver des cartes à deux échelles. Ici, c'est la carte d'état-major, hein, donc c'est la carte au 80 millième qui va recenser avec des croix simples ou des croix doubles selon la nature des sépultures, donc l'emplacement le plus précis possible des tombes. Et puis, à une autre échelle, je vous montrerai ça juste après, donc je peux le faire rapidement, on va trouver les emplacements de toutes ces tombes sur des plans cadastraux qui ont été soigneusement recopiés sur des grands papiers calques à l'échelle du plan cadastral de chaque commune. Et sur ces cartes, je reviendrai après ici tout à l'heure, on a donc une légende qui est, là c'est l'attrétoire. La légende, oui, on peut zoomer, est la même pour toutes les cartes de la région concernée. Donc on va trouver des indications de nomenclature hein, sur la nationalité des tués, le nombre de soldats inhumés, et on va même trouver les sépultures des animaux. Parce qu'en septembre 14, on a aussi enterré les animaux morts, les chevaux, les bovins. Énormément de vaches laitières sont mortes lors de la bataille de la Marne, et des troupeaux de moutons. Ça ne descend pas plus bas. Et donc ces emplacements sont cartographiés, c'est quasiment à 2 ou 3 mètres près. Hein. On peut retrouver ensuite sur le cadastre les parcelles et le nom du propriétaire qui devient en quelque sorte responsable des morts qui se trouvent sur sa propriété, le temps qu'il y ait des exhumations d'opérer. Donc on a l'attrétoire, mais il y a toute une série de communes comme ça. Et puis Orly-sur-Morin, c'est une commune tout à fait voisine. Le maire de Voinles a dû répondre, comme tous ses collègues du département, 514 communes en Seine-et-Marne, à une enquête de 1920 concernant les sépultures britanniques. Cette enquête a été faite à la demande des autorités britanniques qui veulent savoir où sont enterrés tous leurs ressortissants. Et donc chaque maire va répondre, alors pour la plupart ils répondent néant, ils n'ont pas de corps de soldats britanniques sur leur commune, et puis d'autres en ont des listes plus longues. Ici donc il y a 3 soldats britanniques qui sont morts, qui doit être à peu près l'avancée extrême de l'armée allemande en fait. Hein, l'affrontement de cavaliers à Voinles doit être l'escarmouche la plus au sud-ouest de la bataille de la Marne. Et donc le maire recopie soigneusement ce qu'il a dans son cimetière municipal, c'est-à-dire une indication nominative de hélice d'un régiment de hussards, le 18e régiment de hussards qui est mort en action. Ça, ce sont les soldats britanniques, les camarades du tué qui l'ont écrit sur la croix.
et ça a été ensuite transmis par la suite. Il y a 2 autres corps anonymes qui ont été enterrés dans le cimetière communal. Et donc on a une tombe nominative et 2 tombes d'anonymes, et ils y sont toujours, hein, mais les croix de bois ont été remplacées par les stèles en marbre que vous connaissez tous. Ici on est à Pézarches. C'est un peu le même principe, hein. Là ce sont 2 soldats anglais inconnus, hein, qui sont sur le territoire de la commune, et le maire répond, il donne la seule information qu'il ait, et à ma connaissance il n'y a pas eu d'exhumation pour essayer d'identifier ces hommes. De toute façon, si on n'a pas pu le faire en 1914, c'est compliqué par la suite. On a là un autre élément très important, et on a beaucoup de documents là-dessus, c'est le retour des corps des soldats français dans leur commune d'origine. Alors, ceci correspond à la loi du 31 juillet 1920 qui fait que les corps peuvent être restitués aux familles aux frais de l'État. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a eu toute une polémique à l'époque d'exhumation illégale et de transport de corps de façon clandestine, en fait, des familles qui voulaient retrouver leurs proches. Et donc l'État a pris en charge ce transport, et quand l'État se mêle d'un phénomène, le disait M. Cochet, ça a créé beaucoup de complications administratives et donc beaucoup d'archives. Donc là, on a un corps qui est rapatrié dans sa commune, c'est-à-dire ici, Rennes. De façon plus internationale, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Des soldats américains sont morts aussi en Seine-et-Marne, certainement dans les hôpitaux, et ils vont ensuite être transférés de façon collective. Là, c'est pour la construction des grandes métropoles américaines, hein. Je vais zoomer directement, et donc des corps qui étaient au cimetière municipal de Coulommiers. Ici, il y a 10 soldats qui vont être transférés donc, dans la grande métropole de Bois-Bello. Et de la même façon, d'autres soldats américains, ici sont de Chelles, La Ferté-sous-Jouarre, Mouroux et Jouy-sur-Morin, eux vont être transférés en train jusqu'à Anvers et de là partir aux États-Unis. Donc avec les soldats américains, là aussi on a deux comportements, hein, soit l'inhumation dans les nécropoles en France ou le retour au pays. Donc je vais aller très vite maintenant. Le corps, on peut aussi l'aborder en représentation. Les affiches, elles ne sont pas spécifiques à la Seine-et-Marne, mais c'est l'occasion pour moi de présenter le fond en taboureau. Donc c'était un collectionneur d'affiches, alors pas un collectionneur du niveau de Jean-Pierre Vernet, en volume en tout cas, mais un grand collectionneur d'affiches. Il a légué ses affiches aux archives départementales avec l'obligation d'en faire une activité pédagogique et qu'elle soit mise au service des élèves. Et donc on a choisi quelques affiches, et ces deux-là évoquent le corps féminin en particulier, avec la première à gauche qui est une affiche américaine qui montre la barbarie du soldat allemand, hein, avec son casque à pointe et ses moustaches, il est très caractéristique. Et ce soldat allemand, en plus d'être violent, il a incendié une ville, il est en plus violeur, voire pédophile, hein. Il embarque une jeune fille qui, visiblement, est en train de crier. Et là, on est dans ces affiches pour la perception ou d'achat de bons du trésor. À droite, on est plutôt là dans l'amour consenti. Enfin seul, c'est le couple qui se retrouve, qui va mettre en avant là aussi les deux héros de la Première Guerre mondiale, le soldat et l'ouvrière. Et là aussi, on a une autre vision de la femme dans cette affiche. L'orphelin, les orphelins qui sont devant une tombe qui symbolise évidemment le corps du père ou de l'absent. Et puis à droite, une image caractéristique, allégorique, hein, du poilu qui tout seul pratiquement arrête l'invasion allemande. On ne passe pas ce célèbre mot d'ordre, on va dire, que l'on va retrouver ensuite dans beaucoup de monuments aux morts.
Alors, les monuments morts, je vais les aborder par les cartes postales. On a encore beaucoup de cartes postales dans les fonds Seine-et-Marnais. On va donc, encore une fois, sur plus de 500 communes, on a toute une série de représentations. Le poilu, évidemment, on l'a tous vu. J'aurais juste passé 30 secondes sur un très beau monument qui est celui de Clessouilly, pardon, qui est l'œuvre d'un sculpteur et un graveur pris de Rome, qui s'appelle Paul-Marcel Daman, qui est lui-même ancien combattant, et qui a érigé ce monument qui a deux faces. Alors, à gauche ici, on va trouver donc une femme, une veuve, avec une couronne à la main et devant une croix surmontée du cascadrian. Et puis de l'autre côté, mais c'est pas le côté sur lequel on dépose les gerbes le 11 novembre, on va trouver la représentation d'un soldat, lui, dans son gourbi, avec un passe-montagne. Visiblement, il a froid, il est seul, il est quasiment enterré vivant. Et je cite le courrier de Seine-et-Marne du 9 juillet 1921. C'est un jeune soldat en armes, coiffé du passe-montagne, qui au fond d'un gourbi veille sur un cimetière du front. Ici, donc, le poilu n'est pas debout, héroïque à arrêter tout seul l'invasion, mais c'est un homme seul, réfugié dans son abri et souffrant du froid. Voilà, donc je crois que notre temps est écoulé. Donc juste pour conclure, voilà, on vous a fait une capture d'écran du site des archives départementales, sur lequel vous pourrez donc aller consulter la plupart de ces documents, enfin la plupart, certains de ces documents qui sont en ligne, notamment justement les affiches dont tu viens de parler, les registres matricules, les cartes postales, les plaques stéréoscopiques, etc. On n'en a pas parlé ici, mais pour parler de la guerre industrielle, il faut savoir que dans nos fonds, on a aussi énormément de documents à ce sujet, notamment pour ceux que ça intéresse, la liste par exemple des entreprises qui ont été mobilisées pendant la Première Guerre mondiale et qui ont produit justement voilà, des éléments qui devaient être acheminés au front. Voilà, vous avez ici, voilà, donc c'est la page qui est consacrée au centenaire de la Grande Guerre sur notre site internet. Donc vous pouvez y trouver des notices sur l'histoire de la Première Guerre mondiale en Seine-et-Marne, voilà, des informations sur les documents qui sont en ligne, et puis toutes les ressources pédagogiques à destination du scolaire, donc les différents ateliers qui peuvent être réalisés ou les différentes expositions et publications qui peuvent être étudiées avec des élèves. Et puis nous vous avons laissé en bas aussi nos adresses mail pour que vous puissiez nous contacter en cas de besoin. Voilà, nous vous remercions pour votre attention. Merci pour cette communication dont je suis conscient du travail qu'il a demandé. Mais bravo. Non, c'est vrai. Remarquable. Les fiches matricules, je parle sous la responsabilité, sous l'œil attentif de Jean-Pierre. À ma connaissance, donc, il y a un projet, donc vous êtes en avance aux archives départementales, puisqu'il y a un projet qui consiste à ce qu'en 2018, hein, c'est ça Jean-Pierre, à l'horizon 2018, toutes les fiches matricules des 7 900 000 soldats français mobilisés seront disponibles en ligne. Hein? Donc ça, ce sera effectivement une source pour l'historien absolument considérable. Hein? Bon, deuxième remarque. Troisième remarque très méthodologique aussi, hein, effectivement, les sources, je le redis chaque année peut-être, mais un peu con, donc il faut assumer. Hein, j'assume. On aura des surprises extraordinaires lorsqu'on pourra enfin travailler sur les archives médicales de Limoges. Hein, le service des archives médicales de Limoges qui recense toutes les archives des blessés, notamment de la Grande Guerre. Pour l'instant, nous n'y avons pas accès, puisque nous y aurons accès dans 20 ans. Pour, alors, historiens du futur, à vos stylos, hein, à vos ordinateurs. Mais vous voyez ce que ça signifiera lorsqu'on pourra enfin aborder ces archives médicales de Limoges. Hein. Je pense qu'un certain nombre de regards portés sur la Grande Guerre seront radicalement modifiés. Hein. Et puis dernier point, méthodologique aussi,
Il existe maintenant sur la question des rapatriements des corps, une question effectivement centrale, puisque qu'est-ce que je fais des corps morts? Voilà. Est-ce que je les laisse comme nécropole collective? Est-ce que je les ramène dans la nécropole familiale privée? C'est un enjeu sociétal énorme dans les années qui suivent la fin de la guerre. On dispose maintenant de la belle thèse qui a été soutenue il y a assez longtemps, mais qui vient d'être publiée seulement cette année, de Béatrix Pau sur le rapatriement des corps. C'est un vrai problème.